Les rebondissements se multiplient. Christine, clairement, cette crise à deux fronts fait mal au PLQ. On a entendu M. Rodriguez en point de presse cet après-midi. Selon vous, comment est-ce qu'il s'en tire et qu'est-ce qui est le plus dommageable pour le Parti libéral? C'est une crise qui est évidemment très profonde et il faut absolument que le parti se sorte de cette crise-là le plus rapidement possible, mais ça va peut-être être c'est difficile parce qu'à chaque jour, il sort des nouvelles différentes sortes. Mais pour ce point de presse de cet après-midi, j'ai trouvé qu'au moins il était plus énergique que celui d'en début de semaine où on le sentait complètement déboussolé puis savait pas trop comment aborder la question. Là, il était plus énergique, il savait un peu plus, on dirait, où il allait. Et on sentait aussi son caucus c'était derrière lui, il venait d'avoir un caucus. Alors, je pense que ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il démontre de l'énergie, qu'il montre qu'il a des tripes, qu'il démontre aussi qu'il veut faire en sorte que le Québécois se penche sur des sujets qui sont importants pour eux, que le parti, en termes de position officielle, se penche sur des sujets qui sont importants pour eux, la santé, le logement, le coût de la vie. Alors, et aussi la prochaine campagne électorale qui va reposer sur voulez-vous un référendum ou non. Rodolphe, comment expliquer que Pablo Rodriguez n'ait pas vu venir cette crise, et comment, selon vous, est-ce qu'il s'en tire jusqu'ici? Non, c'est sûr qu'il reste beaucoup de questions. Ça veut dire on ne sait pas exactement la tenue des échanges, on ne sait pas est-ce qu'il y aura d'autres textos, etc., etc. Moi, j'ai pas trouvé que cette conférence de presse, en tout cas, a répondu à certains objectifs. Oui, il y avait un point très positif et je pense que ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt. C'est d'avoir l'ensemble de son caucus derrière lui parce que ça fait toute la semaine qu'on se pose des questions à savoir est-ce que le caucus est derrière lui ou pas. Donc, pour cette image, on peut dire que oui, c'était bien, mais pour le reste, non. Sur la forme, moi, je trouve que M. Rodriguez, encore, quand il parle, ça veut dire, c'est pas convaincant. Il devrait avoir un ton, pour moi, beaucoup plus sobre. N'oublions pas que l'objectif de Pablo Rodriguez, c'est de dire que c'est un chef aspirant Premier ministre. Mais j'ai pas vu, et ça fait 3 fois que je regarde ces conférences de presse, je ne vois pas un chef aspirant Premier ministre. La façon comment il répond soit trop vite, etc. C'est un peu désordonné. Et aussi, je ne le vois pas méticuleusement aller après chaque argument pour les défendre. C'est pour ça, donc, je trouve pas que cette conférence de presse a répondu à son objectif, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de questions et toute cette pluie de mise en demeure, on est rendu à quoi? 7-8 la mise en demeure, si on compte Marois Risky, Geneviève Hans, maintenant le Parti libéral. Écoutez, c'est un festival pour les avocats. Christina, cette crise va évidemment donner des munitions aux adversaires du PLQ qui ne manqueront sûrement pas de s'en servir. C'est une semaine de relâche à l'Assemblée nationale, mais comment est-ce que ça risque de se poursuivre à Québec la semaine prochaine? Bien, écoutez, ça risque d'être une lutte presque juridique, là, si on voit la façon avec laquelle les différentes parties impliquées utilisent des avocats pour se parler. Ça va continuer de faire jaser longtemps. Et ce que les Québécois retiennent en ce moment aussi, c'est qu'il est possible d'acheter des votes dans une course à la chefferie. C'est un peu ce qui est ressorti de toute cette crise-là jusqu'à maintenant. Il faut faire attention quand même. Il nous manque des informations. Là où Pablo Rodriguez a raison, c'est que Marois Risky aurait dû lui en parler, peu importe ce que la chef de cabinet a dit ou fait. Il y aurait certainement dû y avoir une discussion avant de mettre fin à son mandat, à cette chef de cabinet-là. Alors, je pense que chacun a ses torts jusqu'ici. Il faut qu'ils se parlent. Et là, quand on se parle à travers des avocats, bien, on comprend que c'est sérieux. Et évidemment qu'on va continuer de parler de cette crise-là. Et ça donne des munitions aux autres partis. Et même pour la CAQ, on entendait le ministre des Institutions démocratiques dire, bon, est-ce qu'il faut colmater certaines brèches? Le Parti québécois va certainement se servir de ça. Et là où le Parti libéral est perdant, c'est qu'on ne parle pas de ce qu'il propose en vue de la prochaine campagne électorale. Il a moins de glace pour critiquer la CAQ sur les politiques actuelles parce qu'on va parler que de cette crise interne au parti. Alors, ça commence assez mal, la chefferie de Pablo Rodriguez à la tête de ce parti-là. On verra la suite la semaine prochaine, mais une autre nouvelle importante cette semaine, Ottawa et l'Alberta seraient prêts d'arriver à une entente qui inclurait la construction d'un nouveau pipeline vers la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique. Christine, c'est quand même un virage marqué par rapport à l'approche du gouvernement Trudeau. Si Ottawa réussit à conclure une entente avec l'Alberta, à quel point est-ce que ça risque de créer ou moins de révéler des divisions au sein du caucus libéral?
Ça risque de révéler des divisions au sein du caucus libéral, c'est clair. Puis en plus, il y a ce moratoire pour les gros pétroliers sur la côte ouest. Et là, c'est les Premières Nations aussi qui sont inquiètes. Moi, ce que je vois, ce que je lis, c'est que on est loin de la coupe aux lèvres. Mais ça sera à l'Alberta, évidemment, de défendre sa cause auprès de la Colombie-Britannique. Mais comment vont-ils y arriver? Je le sais pas. Et ça va démontrer aussi que le gouvernement Carney recule peut-être sur une question aussi importante que la lutte contre les changements climatiques. Alors, moi, j'ai lu cette nouvelle-là, j'étais un peu surprise, je vous avoue. Je pensais pas qu'il pourrait y avoir une entente. Je pense pas encore qu'il pourrait y en avoir une parce que ça semble être très, très, très compliqué pour ce qui est des Premières Nations et aussi la Colombie-Britannique, mais on va voir. C'est clair que je pense que ça a surpris beaucoup de monde. Rodolphe, on le sait, le premier ministre Eby de la Colombie-Britannique est farouchement opposé à un nouveau pipeline vers la côte nord-ouest. Il se dit prêt à augmenter la capacité de Trans Mountain. Daniel Smith juge que c'est nettement insuffisant. Est-ce qu'il y aurait un terrain d'entente pour satisfaire les deux provinces ou est-ce qu'on se dirige plutôt vers une crise entre l'Ouest et l'Ottawa? Oui, moi je pense qu'on se dirige plus vers une crise. Ça veut dire l'Alberta lâchera pas le morceau. Et bien évidemment, même si on augmente ou on essaye de faire un compromis sur Trans Mountain, moi, je me demande encore une fois s'il n'y aura pas des députés libéraux, et je pense à Stephen Guilbeault. Stephen Guilbeault, ça fait 3 fois qu'il se fait manger des couleuvres. On l'a vu sur Baie-du-Nord, on l'a vu sur Trans Mountain encore. Là, ça veut dire, moi, je pense qu'il y aura des députés à gauche du Parti libéral qui vont vraiment grincer des dents. La semaine dernière, on avait un vote sur le budget. C'était très, très serré. N'oubliez pas, et je vous l'ai dit la semaine dernière, M. Carney doit aussi faire attention dans son propre caucus et sur l'aile gauche de son caucus. Christina, il n'y a toujours pas de promoteur privé. Selon vous, quelle est la stratégie d'Ottawa? Est-ce que Mark Carney souhaite vraiment voir la construction de nouveaux pipelines ou est-ce qu'il veut plutôt se montrer prêt à aider tout en sachant que le privé pourrait ne pas être de la partie? Bien, jusqu'ici, sur ces questions-là, M. Carney est très habile. On sait tous que la gestion des ressources naturelles, ce type de grands projets, c'est sous juridiction fédérale. Et là, il passe un peu par derrière en disant à l'Alberta, mais c'est à vous de convaincre la Colombie-Britannique si on va de l'avant avec ce genre de projet-là, alors que avec la loi qu'il a passée récemment, C5, le gouvernement fédéral peut forcer ce type de projet-là dans les provinces. Il peut leur passer ça dans la gorge sans vraiment entendre leur avis. Alors, c'est assez particulier de le voir passer comme ça. On se dit, est-ce qu'il en veut vraiment un? Est-ce qu'il veut mettre la faute sur l'Alberta puis essayer de paraître un petit peu plus vert? Mais ses intentions sont quand même claires. Il veut aller de l'avant avec de grands projets, mais il veut peut-être pas être le seul à les porter. Et pour moi, quand j'entends parler de soit investir davantage dans Trans Mountain, qui a déjà coûté des milliards de dollars, ou soit d'avoir un nouveau projet pétrolier, pour moi, ça fait pas de sens. Ça tient pas la route de façon économique et clairement pas de façon environnementale. Et le Trans Mountain, d'ailleurs, nous appartient. C'est de l'argent public qui a été mis là-dedans parce que personne, comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'intérêt privé qui voulait s'embarquer là-dedans. Et je pense que c'est la même chose aujourd'hui pour de nouveaux projets pétroliers parce que ça vaut pas la chandelle. Alors, à suivre, mais je pense que M. Carney navigue dans tout ça assez habilement jusqu'ici. Alors, c'est à suivre. Merci à vous trois d'avoir été avec nous et bonne fin de semaine.